Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. L'ambassadeur américain en Libye qui avait soutenu activement la rébellion anti-Kadhafi a été tué hier soir dans un assaut de militants salafistes. Un film anti-islam provoque une série de manifestations dans les pays arabes, de l'Égypte en Tunisie en passant par le Maroc. Harlem Désir succède comme annoncé à Martine Aubry à la tête du Parti socialiste. L'unité se forme malgré la guerre de courant pour décrocher les meilleurs postes 5 mois après l'élection présidentielle. Feu vert du Sénat à la cession gratuite de terrains publics pour construire des logements sociaux. Alors est-ce la solution? Débat à suivre dans ce journal avec les sénateurs Claude Berry-Débat, rapporteur de la loi PS, et François Calvet de l'UMP. Autre invité ce soir, François Patriat, président de la région Bourgogne, qui était à l'Élysée aujourd'hui avec tous les autres présidents de région, dont Ségolène Royal, qui s'est d'ailleurs déclarée très heureuse d'être là. Un film polémique sur l'islam met donc le feu à la poudrière islamiste. 4 Américains, dont l'ambassadeur en Libye, sont morts hier soir à Benghazi après un assaut déclenché par des manifestants. Un assaut a également été lancé contre l'ambassade américaine au Caire, en Égypte, où les frères musulmans appellent à nouveau à manifester. En Tunisie, des centaines de salafistes se sont rassemblés aujourd'hui devant l'ambassade américaine et la police locale a dispersé les manifestants. Barack Obama a condamné cette attaque scandaleuse, a-t-il dit, tout en regrettant et rejetant tout dénigrement des croyances religieuses auxquelles donc se livrent les auteurs de ce film produit et réalisé par un promoteur israélo-américain, Simon Barbary. 4 morts, 4 fonctionnaires tués dans l'attaque du consulat américain à Benghazi, parmi eux l'ambassadeur des États-Unis, John Christopher Stevens. Une attaque à la roquette sanglante qui fait suite à la diffusion d'un film, Innocence of Muslims. Des acteurs approximatifs, des décors à la limite du risible, le scénario est confus mais surtout nauséabond. Le long métrage est produit et réalisé par le promoteur immobilier israélo-américain Sam Bassil. Le film est aussi défendu par le tristement célèbre pasteur américain Terry Jones, qui s'était distingué l'année dernière en brûlant des exemplaires du Coran. Le long métrage Innocence of Muslims présente les musulmans comme immoraux et gratuitement violents. Le prophète Mahomet y est tourné en dérision, l'islam décrite comme un cancer. Des extraits diffusés sur Internet et certaines chaînes privées ont mis le feu aux poudres. En Iran, en Afghanistan ou encore à Tunis, on condamne fermement ce film qualifié d'insultant. Au Caire, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade des États-Unis. Comme une réponse à ce film jugé anti-islam, les manifestants remplacent le drapeau américain par un étendard islamique. Barack Obama condamne aujourd'hui ces attaques, mais assure que ces actes ne rompront pas les liens avec la Libye. Et le site de diffusion de vidéos sur Internet YouTube a été bloqué en Afghanistan. Aujourd'hui, le temps assure les autorités d'enlever cette vidéo controversée. Angela Merkel salue une bonne journée pour l'Europe. La Cour constitutionnelle allemande a en effet donné son feu vert au futur mécanisme européen de stabilité et au traité budgétaire déjà voté par le Parlement allemand. Paris se félicite de cette excellente nouvelle pour la stabilisation de la zone euro. Harlem Désir, 52 ans, succède à Martine Aubry à la tête du PS, une désignation par cette dernière et Jean-Marc Ayrault. Fier et honoré, dit-il, Harlem Désir était apparu dans les lumières médiatiques comme président de SOS Racisme dans les années 80. Paul Bouffard. Le lieutenant Désir devient commandant en chef. Bouc finement taillé, petites lunettes bien ajustées. À 52 ans, ce militant de longue date succède à Martine Aubry. Sa course politique débute en 1984. Harlem Désir fonde SOS Racisme. Avec sa coupe afro, il en devient le président, icône antiraciste très médiatique. Dès 1994, l'homme range ses badges à la main jaune et se lance à la conquête du Parti socialiste. Il devient membre du Conseil national, le Parlement du PS. En 2008, il est nommé par Martine Aubry secrétaire national à la coordination. Pendant la primaire socialiste, il assure l'intérim, une période qui aurait pu lui coûter le poste de numéro 1. L'homme devait soutenir Martine Aubry pendant la campagne, mais il préfère se placer aux côtés de François Hollande. La maire de Lille lui en a voulu. Certains au parti lui reprochent souvent son manque de charisme et des affaires de justice. En 1998, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour des salaires fictifs dans une association lilloise de 1986 à 1987.
Depuis 1999, Harlem Désir est aussi député européen, Parlement où il mène des travaux sur le commerce international et le dossier de la mondialisation. Et Martine Aubry s'est étonnée des critiques sur le caractère obscur, voire monarchique de cette nomination de son successeur. Les militants socialistes auront à se prononcer, une formalité en fait, l'heure étant bien sûr à l'unité, 5 mois après la victoire de François Hollande. Quelques réactions, dont celle de Martine Aubry, recueillies tout à l'heure à la Mutualité à Paris, où s'est réuni le Conseil national du PS. Je crois qu'il y a rarement eu autant de démocratie, contrairement à ce que je dis. D'habitude, ça se passe à 4 ou 5, dans un bureau un peu noir, la veille du Congrès. Là, au contraire, tout le monde a pu donner son avis. Et je crois que chacun aujourd'hui considère que le Parti socialiste va être en de bonnes mains si les militants votent comme nous le souhaitons pour Harlem Désir le 18. Je veux être, comme ils le souhaitent eux-mêmes, le candidat du rassemblement de l'ensemble des socialistes. Je vais m'adresser aux militants qui vont maintenant voter sur ce texte de soutien à l'action du président de la République et du rassemblement. Et notre rassemblement, vous savez, il est d'autant plus nécessaire que nous avons connu les années passées, parfois des divisions. Aujourd'hui, c'est le message de l'unité et du rassemblement que nous voulons présenter aux Français. Je suis satisfait de voir que les socialistes s'organisent, se mettent à l'ordre de bataille et le font de la meilleure des façons, c'est-à-dire d'abord en toute sérénité. L'actualité sénatoriale avec le feu vert donné il y a quelques instants à la cession gratuite de terrain de l'État pour construire des logements sociaux. Les parlementaires sont en fait allés plus loin que la ministre Cécile Duflot. Jérôme Rabier. Cécile Duflot voulait une décote du prix de vente des terrains allant jusqu'à la gratuité. Le Sénat l'a exaucé et même dépassé en imposant la gratuité comme la règle à adopter. Une mesure qui fait grincer des dents à droite. Qu'il faille libérer le foncier, on est tous d'accord. Libérer le foncier, c'est sûr, c'est aujourd'hui le frein. Bon, mais quant à spolier les terrains de l'État, c'est-à-dire c'est quand même l'argent public, eh bien ces terrains-là seraient mis à disposition gratuite. Donc là-dessus, on ne peut pas être d'accord. Sans aller jusqu'à parler de spoliation, le groupe centriste s'est abstenu. En cause notamment le risque de perdre des ressources pour des organismes publics comme la SNCF ou Réseau Ferré de France. Il y aura des conséquences sur ces établissements publics qui pouvaient compter sur ces recettes pour réaliser des investissements et qui ne les auront plus. Donc à un moment où l'État est dans une situation financière que l'on connaît, ça n'est pas forcément la meilleure solution. Le Sénat a choisi de libérer du foncier pour créer un vrai choc immobilier. Un premier pas pour remplir l'objectif de construction de 150 000 logements sociaux par an, souhaité par le gouvernement. Et avec nous, Claude Berry-Débat, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Dordogne et rapporteur de cette loi qui a été présentée comme une urgence sociale par le gouvernement en matière de logement. Et face à vous, François Calvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UMP des Pyrénées-Orientales et maire du Soleil. C'est bien cela. Alors, monsieur le sénateur, vous venez bien sûr de la séance. On s'apprête à voter les amendements. Pour vous, le foncier, c'est la clé de la construction. Peut-on dire que c'est la principale difficulté pour les maires aujourd'hui qui veulent construire ? C'est effectivement une des clés de la construction. Les mesures qui nous ont été proposées dans le cadre de la loi concernant le foncier, notamment la mise à disposition de foncier par l'État et par les établissements publics, permettra, si elle s'applique très concrètement, de pouvoir construire environ 110 000 logements sur 5 ans, dont ce n'est pas négligeable dans le contexte de crise sociale et d'urgence que nous connaissons en matière de logement, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, 1,7 million de personnes est à la recherche d'un logement social. 1,7 million de Français cherchent un logement ou alors ne sont pas satisfaits de leur logement actuel. Non, n'ont pas de logement à caractère social. D'accord. Voilà. Sont éligibles au logement social. Ils n'ont pas de réponse positive à leur demande. D'accord. Alors François Calvet, est-ce que cette mise à disposition de bâtiments et de terrains publics est un sujet de consensus entre la droite et la gauche? Ce n'est pas un sujet de consensus parce que, tout d'abord, ce sont des terrains appartenant à l'État et aux établissements publics. Je pense à RFF. Réseau Ferré de France, alors il possède beaucoup de terrains. Qui possède beaucoup de terrains et qui a beaucoup de recettes. Et on demande en même temps à ces organismes, à ces établissements publics de l'équilibre. Et dans une période de disette budgétaire, il nous paraît un peu dangereux
d'abandonner ces recettes. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est vrai, il y a des propriétaires, il y a des organismes, la SNCF, ils possèdent des terrains, vous les privez de leur patrimoine? Je crois qu'il faut bien avoir ça en tête. Nous venons de sortir d'une élection présidentielle où le président de la République avait fait comme priorité la problématique du logement et avait annoncé 2 mesures phares. C'est la mise à disposition du foncier bâti, du foncier de l'État et deuxièmement le renforcement de la solidarité de la loi SRU. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui et entre 2 urgences, urgence sociale et probable problème économique, parce que les terrains dont parle mon collègue... Certains de ses collègues ont parlé de spoliation même. Hein. La plupart de ces terrains sont aujourd'hui en friche et ne sont pas utilisés, donc je trouve que c'est bien d'en faire du logement social. Ce que nous regrettons d'abord, je veux le dire, c'est un peu la précipitation avec laquelle ce texte est venu à la discussion, avec une session extraordinaire, alors que finalement l'effet de ces mesures ne verra pas le jour avant au minimum 24 mois. Donc on avait le temps, à mon avis, de discuter. D'ailleurs, le rapporteur a fait son travail, sauf que le rapport, nous l'avons eu quand nous avions déjà commencé à discuter. Donc le matin, on examine le texte, l'après-midi, on le discute. Quand on vous dit c'est l'urgence sociale, c'est 1 700 000 Français qui attendent. Enfin, écoutez, l'urgence sociale, oui, non, c'est pas la contestation parce que les chiffres, moi-même, j'ai été président d'office, j'ai été directeur, donc je connais ces problèmes-là. Alors sur les demandes de logement, il faudrait faire un peu le tri parce que parfois ils demandent sur plusieurs organismes et on comptabilise l'ensemble. Donc il y a peut-être quelque chose qui devrait être regardé. Donc ça, c'est alors après. Nous avons, et on semble vouloir le faire oublier, la majorité précédente a quand même autorisé 130 000 logements dans l'année, logements sociaux, j'entends. Et donc je crois que là, il y a eu une espèce de précipitation. C'est dommage parce que c'est vrai que le sujet est important. C'est vrai que le président de la commission et le rapporteur, je lui rends hommage, ont su dans la commission, malheureusement rapidement, mais accepter la discussion. Donc il n'y a pas un problème de discussion, puisqu'il n'y en a pas dans cette commission économique, très honnêtement, depuis que j'y suis. Moi, je suis un nouveau sénateur, donc je découvre, je viens de l'Assemblée nationale. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pris un peu de temps, parce qu'il y a des sujets, vous voyez, dans le parcours qui mène à la construction, il y a par exemple les permis de construire. Comment éviter ces recours abusifs sur les permis de construire. Ce n'est pas traité dans la loi. Il y a les problèmes de garantie que les collectivités doivent apporter, des garanties d'emprunt qui ne sont pas comptabilisées aujourd'hui dans ce qu'on appelle les ratios galants des collectivités, c'est-à-dire des ratios qui sont pris en compte quand les banques nous prêtent pour les collectivités, mais qui sont là, c'est des dizaines de millions d'euros pour des communes comme la mienne, par exemple, de 7 000 habitants. Alors, à propos de précipitation, est-ce que Cécile Duflot n'a pas montré effectivement qu'elle était allée un peu vite quand elle a publié sa fameuse liste de terrains disponibles? On s'est rendu compte après coup que beaucoup avaient déjà été revendus. Oui, bon, moi j'ai découvert la liste aussi assez tardivement, mais on va pas stigmatiser le problème d'une liste. Moi je crois, nous sommes dans un débat politique. Il y a un objectif qui était annoncé très politiquement par le président de la République. Le président de la République est élu, je le rappelle, il a été élu grâce au suffrage des Français, dont son programme et les mesures qui lui avaient été proposées ont été unanimement ou majoritairement... Donc voilà, l'objectif doit être atteint. Voilà, dont l'objectif doit être atteint. Est-ce qu'il faut par ailleurs trouver alors des leviers pour inciter cette fois les propriétaires privés à céder leur terrain? Bien entendu, prévu, ça bien entendu. Et je suis... Pas dans la loi. Non, pas dans la loi. Puisque... Pas dans celle-là. Non, mais il faut savoir que la loi vise 3 objectifs. Je ne parlerai des objectifs du logement, la mise à disposition de fonciers et le renforcement de la loi SRU, parce que nous avons encore, il faut le savoir, des communes qui devaient faire 20% de logements, qui n'en font pas, qui sont réticentes. Et qui demain devront faire 25%. Voilà, mais qui s'est étalé quand même jusqu'en 2025. Bon, on pourrait débattre de ça. L'important, c'était 2 thèmes centraux qui sont abordés aujourd'hui. Le reste fera partie d'une grande loi qui sera proposée au printemps, où effectivement, ou même, on examinera cela lors de la commission, la discussion sur les finances en fin d'année, où on pourra prendre des mesures
incitative fiscale pour qu'effectivement il y ait moins de rétention foncière. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de foncier qui est retenu par des propriétaires qui jouent la rente plutôt que la disponibilité. Donc il y aura d'autres mesures qui accompagneront tout ça. Et c'est un premier étage d'une fusée. Moi, je suis très heureux de pouvoir déjà décoller dans ce domaine alors qu'on a perdu tellement de temps par le passé. M. Calvet, reste à vous convaincre. Oui, parce que je crains que le moteur ne soit poussif, vous voyez, de cette premier étage. Et pourtant, le premier étage de la fusée, c'est important, c'est quand elle décolle. Et à mon avis, elle ne décollera pas parce que quand on regarde les terrains qui sont, d'abord, les réticences de Bercy, les Échos le signalaient récemment, le journal Les Échos, et puis j'ai vu que dans les terrains qui restent sur RFF, enfin qu'on connaît un peu, ils ont vendu les meilleurs terrains. Donc là, il reste que des terrains un peu compliqués. Alors, où il faut, alors certains collègues ont parlé où il fallait dépolluer. Enfin, bon, tout ça prend du temps. C'est compris, c'est vrai, dans la loi pour le délai de construction, pas la dépollution, mais ce qui est les fouilles archéologiques, etc. Moi, si vous voulez, je suis assez pragmatique. Je pense que là, ce qui va freiner, c'est les garanties d'emprunt, c'est le financement de l'État, parce que faire, par exemple, chez moi, en 12 ans, 1050 logements dans une petite commune comme la mienne de 7000 habitants, ça veut dire qu'il faut mobiliser 28 millions d'euros d'aide de l'État. Je suis sceptique. Vous êtes sceptique et dubitatif. On verra l'évolution de ce débat. Donc au Sénat, vous y retournez là, bien sûr, hein, pour assister. On va y retourner puisqu'on en a, je pense, jusque tard dans la nuit, demain matin, et j'espère, et peut-être demain soir si c'est nécessaire, parce qu'effectivement, il faut légiférer par rapport à ces deux thématiques. Messieurs, prochain invité de cette édition, François Patriat, le président de la région Bourgogne. Il est avec nous. Il a été reçu aujourd'hui à l'Élysée avec ses collègues, les autres présidents de région, tous socialistes sauf un. Rendez-vous marqué par la présence de Ségolène Royal. La battue des législatives n'a pas caché son plaisir d'être là, mais ce n'était pas l'objet de cette rencontre avec le chef de l'État. Nathalie Guillouard. Entente cordiale entre le président, le Premier ministre et l'ensemble des présidents de région, tous socialistes sauf un. Des engagements ont été pris pour un nouvel acte de décentralisation. C'est un acte politique très important qui vient de se produire. Il préfigure l'ambition du président de la République de renforcer la décentralisation. 2h30 de discussion, résultat une innovation de taille. Les régions présideront le comité national d'orientation de la Banque publique d'investissement et seront membres de son conseil d'administration. Un point positif même pour le seul président de droite, Philippe Richer. Le fait que les régions soient clairement désignées comme étant les pilotes chefs de file d'un certain nombre de ces politiques, eh bien c'est un changement assez considérable. La future banque publique d'investissement aura une capacité d'intervention de plus de 30 milliards d'euros, un véritable coup de pouce qui donne le sourire à tous les présidents de région, dont Ségolène Royal. Nous avons absolument besoin, c'était urgent, de cet outil public d'investissement qui, aux côtés des régions, va permettre de faire de notre pays un pays des entrepreneurs. Les régions s'impliqueront également dans la promotion des emplois d'avenir et des contrats de génération. Invité du 19h, donc François Patriat, bonsoir. Sénateur socialiste et président de la région Bourgogne. Alors on a vu qu'il n'y avait pas de consensus au Sénat sur la question du logement social. Là, manifestement, à l'Élysée, bon, vous étiez en force, les socialistes, mais on l'a vu, il y a un consensus pour donner un pouvoir supplémentaire aux régions aujourd'hui en période de crise. Parce qu'on s'est mis d'accord sur un objectif de responsabilité réciproque. Mais je rappelle quand même que c'est la première fois, depuis 2004, que les présidents de région sont reçus à l'Élysée. Première fois. Et que maintenant, le Premier ministre est engagé à nous réunir tous les 3 mois pour faire le point avec nous des engagements que nous avons pris ensemble aujourd'hui à l'Élysée. Ces engagements sont des engagements qui portent sur 3 points essentiels. L'économie, la formation et les fonds européens. Avec 15 engagements dedans qui sont chiffrés pour certains. Alors, vous voulez surtout être associé à la future banque publique de financement de l'économie, hein ? C'est une banque dans laquelle... Qu'est-ce que vous revendiquez concrètement ? Nous revendiquons aujourd'hui les moyens pour les ETI, les PMI et les PME, petites entreprises à taille intermédiaire, PME, etc., d'accéder au crédit plus facilement pour leur recherche, pour leur innovation, pour leur développement, pour l'exportation. Cette banque, les régions y seront associées pleinement, puisque pour 80% de leurs décisions, les régions y participeront. Et il y a 30 milliards
de crédits. Ce n'est pas seulement des crédits qui sont un rassemblement d'organismes existants, comme OSEO ou la Caisse des dépôts. Il y aura aussi une part sur le livret développement durable qui sera prélevé pour abonder ce fonds. Donc il y a un fonds qui existe, 30 milliards. Est-ce que le chef de l'État a parlé avec vous du choc fiscal et budgétaire qu'il a annoncé dimanche soir sur TF1? Non, nous n'avons pas évoqué ce sujet. Il n'en a pas profité pour vous demander des efforts à vous, collectivités locales et régions? Non, il s'agit aujourd'hui de faire un pacte ensemble pour la croissance et pour l'emploi. Bien entendu, sous-tend la difficulté que connaît notre pays aujourd'hui, comme tous les pays d'Europe, et qui n'est pas mince. Certainement que les collectivités locales sont elles-mêmes aussi appelées à faire des économies. Eh bien, elles devront trouver, comme l'État, à la fois dans le fonctionnement, j'espère moins dans l'investissement, rappelez-vous quand même, oui, mais que les collectivités locales... locales... dans votre région, je ne sais pas si vous avez vu le point de cette semaine, le scandale caché, révélation sur les milliards dilapidés par les régions, les départements et les mairies. Oui, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vous disent aujourd'hui que l'argent public est mal utilisé et qui viennent chaque jour frapper à la porte de la région, du département pour trouver des financements. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que quand je vois ce que nous avons fait pour les LGV, ce que nous avons fait pour les routes et départements, la grande vitesse, ce que nous avons fait pour les routes et départements, ce que nous avons fait pour l'enseignement supérieur. On parle pas de l'investissement, on parle notamment des recrutements et de l'explosion des effectifs. C'est une chose que il faudra m'expliquer comment une collectivité peut passer de 350 personnes à 2500 personnes, ce qui est le cas de la région Bourgogne aujourd'hui, les TOS, sans avoir les moyens supplémentaires pour les faire fonctionner. Quand le budget, avec l'investissement, avec les politiques que nous avons menées pour le pouvoir d'achat, des livres scolaires, pour le haut débit, pour le très haut débit, ce que nous faisons aujourd'hui, évidemment, ça fait monter les dépenses. Et pour gérer ces dossiers, il faut des personnes. Vous nous dites aujourd'hui, les économies, ça n'est pas vraiment pour nous, même si l'État doit se serrer la ceinture de 10 milliards d'euros. Si, c'est aussi pour vous. Nous savons, nous les régions, que nous avons des budgets contraints, puisque nous dépendons pour 90% des dotations de l'État et qu'elles ne vont pas croître. Donc il va nous falloir aujourd'hui faire des économies de fonctionnement et j'espère pas d'économie dans l'investissement. Les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement en France. Alors, vous défendez bien sûr le rôle des régions dans l'activité, dans l'investissement économique, le soutien aux entreprises. La Cour des comptes a comptabilisé, il y a 2500 filières d'aides économiques dans les collectivités locales. 2500, c'est beaucoup. Tout à fait. D'où l'intérêt aujourd'hui de faire un pacte avec l'État, pour clarifier les choses, pour installer les guichets uniques. Nous allons le faire aujourd'hui pour les emplois d'avenir. Nous allons le faire aujourd'hui pour les pactes de continuité professionnelle. Nous allons le faire aujourd'hui pour le financement des entreprises. C'est bien l'objet de la Banque publique d'investissement régionalisée que d'avoir demain un guichet unique. Donc tout cela, vous savez, la réforme des collectivités locales, elle va nécessiter de simplifier, de clarifier et d'économiser. En signant ce pacte aujourd'hui, on reconnaît aux collectivités le rôle qu'elles ont dans le développement et dans l'emploi dans notre pays. Une petite confidence, Monsieur Patria, comment se sont passées les retrouvailles entre François Hollande et Ségolène Royal à l'Élysée aujourd'hui après l'épisode de La Rochelle? Écoutez, je les ai vus se congratuler chaleureusement, se saluer. François Hollande, quand il est arrivé, a fait le tour de tous les présidents. Il a salué Ségolène Royal comme les autres. Comme les autres. J'ai le sentiment qu'il y avait un grand sourire. Avec un grand sourire. J'aimerais vous faire réagir à ce tract que l'UMP s'apprête à diffuser massivement dans le pays ce week-end. Avec Hollande, la France s'enfonce. Quand vous lisez ça, comment est-ce que vous réagissez? J'appelle l'opposition à un peu de retenue, parce que quand on sait, moi je ne fais pas tous les jours allusion à l'héritage, mais quand on sait que nous héritons d'un pays qui a 1800 milliards de dettes, qui a 3 millions de chômeurs aujourd'hui, on a un peu de retenue, un peu d'humilité, et on attend que les choses soient établies, que les votes soient faits pour pouvoir juger. Mais voter à la hussarde comme cela, je ne suis pas sûr que les Français soient dupes de ce genre de tract. Je me souviens que vous aviez milité pour Dominique Strauss-Kahn à l'époque. Est-ce que vous retrouvez depuis dimanche soir les accents qui vous plaisent de la social-démocratie dans la bouche du chef de l'État? Est-ce que vous pensez qu'il a marqué une rupture dimanche soir avec la gauche de la gauche? Moi, j'ai surtout senti, en soutenant François Hollande, dès qu'il est entré en candidature, en mois de juin, dans la primaire du François Hollande, parce qu'il défend les idées de gauche auxquelles je crois. La gauche de responsabilité, celle qui dit que pour pouvoir redistribuer, il faut produire, celle qui dit qu'il faut qu'elle appelle aujourd'hui à la justice, bien entendu, mais celle qui, dans le même temps, est capable aussi de produire Donc, chaque jour. Vous pouvez vous parler de compétitivité, de flexibilité du travail, s'il en est besoin. De compétitivité sans doute, la flexibilité, elle existe déjà aujourd'hui. Quand les efforts sont répartis, justement, les gens l'acceptent. Ce que je reproche à cette campagne que j'ai connue,
c'est qu'on n'a pas fait suffisamment la pédagogie de la crise et qu'on le paie un peu aujourd'hui. C'est la pédagogie de la crise qui n'a pas été faite. On a parlé, on a partout les candidats, partout les candidats. Et je l'ai dit pendant la campagne, il fallait parler plus profondément. Je sais bien que c'est la peur de gagner ou de perdre. Mais il n'empêche aujourd'hui. Ça peut être aussi parfois la peur de gagner. Parfois, vous le savez. Mais l'ennui commence. Aujourd'hui, il serait plus facile d'expliquer aux Français les efforts qu'on va leur demander de façon juste si la pédagogie avait été un peu mieux faite. C'est ça le seul regret que j'ai aujourd'hui. Oui. J'aurais voulu qu'on parle plutôt que de la viande halal ou de la fermera, sans doute des phénomènes importants, mais qu'on parle de la crise. Moi, j'ai essayé de le faire. D'ailleurs, j'ai compris que c'est la pédagogie qu'a entrepris le président de la République avec beaucoup de clarté, de détermination et combativité dimanche soir. Votre réaction au choix d'Harlem Désir aujourd'hui pour diriger le parti, donc à l'issue de ce que Le Monde ce soir appelle un vaudeville? Écoutez, je crois que c'est le candidat de consensus. C'est vrai qu'en l'occurrence, faire des primaires pour établir un candidat à la présidence de la République et ne pas faire voter les militants... Enfin, ils vont voter, mais enfin bon... Ils vont voter sur un choix qui leur sera imposé. Donc ça me fait un peu sourire. Mais avouez aussi que nous sommes en responsabilité. Et s'il avait fallu s'offrir un congrès de combat avec des courants, des déchirures et puis en plus des bagarres, je crois que ce n'est pas l'image qu'attendent les Français aujourd'hui. Les Français attendent que les socialistes en responsabilité partout travaillent et qu'ils ne perdent pas leur temps en chicane inutile. Et vous pensez que l'unité du parti donc perdurera? On a vu quand même hier soir qu'il y avait une guerre des courants pour s'attribuer les meilleurs postes au sein du parti. Ça, c'est le problème des responsabilités. Il faut que chaque sensibilité soit justement représentée. Il y avait du dernier congrès un certain nombre de faits qui étaient un peu patents. Je crois que le rééquilibrage va se faire avec les socialistes responsables pour comprendre qu'ils ont intérêt à s'unir s'ils veulent la réussite de ce quinquennat. C'était la question du nouvelobs.com. Aujourd'hui, la nomination de Harlem Désir vous semble-t-elle légitime? Et vous avez répondu non à 67%, oui à 23%. Bon, il a du temps devant lui peut-être pour faire ses preuves. Alors maintenant, François Patriat. Moi, je fais confiance aujourd'hui à Harlem Désir pour rassembler les socialistes. Il a déjà été premier secrétaire par intérim. Je crois qu'il compte beaucoup d'amis dans le parti et que si tout le monde veut l'aider aujourd'hui, le problème ne se posera pas. Merci d'avoir été avec nous. Dernière page de ce journal, alors que le succès des Jeux paralympiques est encore dans toutes les têtes. La question de l'accès des personnes handicapées est relancée. La loi, vous le savez, prévoit un accès à tous les bâtiments publics en 2015, mais il y a du retard et le gouvernement s'en inquiète aujourd'hui, tout en révisant d'ailleurs à la baisse certains objectifs. Explication de Mathilde Bélanger. Se promener en ville, aller au cinéma ou faire ses courses au supermarché, un quotidien qui peut se révéler un calvaire pour une personne en fauteuil roulant. Ces situations, Alexis les connaît bien. Infirme moteur depuis sa naissance, il reconnaît qu'il y a eu des progrès, mais ça ne suffit pas. Le point noir pour lui, les transports. Un temps de trajet d'1 heure pour vous, il faut que je compte 1 heure supplémentaire pour tenir compte des aléas, c'est-à-dire dans les transports, un ascenseur qui peut être en panne, des agents RATP, SNCF qui ne sont pas toujours disponibles et pas toujours à l'écoute. À l'heure actuelle, seuls 15% des établissements recevant du public sont accessibles aux personnes handicapées. C'est le constat accablant d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. L'objectif d'une accessibilité totale fixé pour 2015 ne sera pas atteint. Pour le gouvernement, pas question de repousser cette échéance, mais les objectifs seront revus à la baisse. Les règles de mise aux normes des bâtiments, par exemple, pourraient être assouplies. Quand il y a un commerçant qui a 3 marches, ça ne coûte pas plus cher de faire attention à son client qui de toute façon est un citoyen qui va dépenser de l'argent dans son commerce, d'aménager un espace. Ce n'est pas toujours très coûteux, il faut une volonté politique et il faut aussi que l'on regarde ce qui est faisable à court terme et à moyen terme. Une mission parlementaire sera confiée dans les jours qui viennent à la sénatrice PS Claire-Lise Campion pour redéfinir ses objectifs. Elle remettra son rapport le 31 décembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous, à demain. Six siècles après leur arrivée en Europe, les Roms continuent à vivre de caravane en bidonville aux portes de nos sociétés. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des zones de non-droit qu'on ne peut pas tolérer en France. L'histoire des Roms est jalonnée de fantasmes. Les Roms subissent en effet d'importants préjudices et on doit changer les stéréotypes.
Ce qui pour nous représente le plus grand progrès, c'est que le nombre de Roms éduqués augmente chaque année. On voudrait montrer que les questions roms ne concernent pas uniquement la communauté des Roms, elles concernent toute l'Europe. Roms, premier peuple européen, lundi à 22h30 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.